Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 2 novembre. L'adolescent de 15 ans qui avait poignardé un élève du collège Henri Hiro le 10 octobre dernier s'est donné la mort. Après un séjour à l'hôpital psychiatrique, il avait été placé en garde à vue puis mis en examen avant d'être incarcéré à Nutania. L'indice général des prix a augmenté de près de 8% en un an. Les conséquences de l'inflation sont visibles dans le quotidien des familles. Elles font appel aux associations, notamment religieuses. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec le député Moetai Broderson, notre invité ce soir. Nous évoquerons ensemble le budget local et national ou encore les élections territoriales. Polémique autour de la soirée de MMA Pro prévue au complexe sportif de la Punaru dans moins d'un mois. Les souvenirs d'un stade Pater dévasté après une manifestation de motocross rebutent les associations sportives. Et puis le Festival de la jeunesse a été inauguré ce matin à Toata, un événement de grande envergure. Plus de 80 activités et animations sont proposées aux jeunes sur 5 sites différents. Mais tout d'abord, cette information donc confirmée par le parquet. Le jeune garçon de 15 ans qui avait asséné un coup de couteau à un élève de 13 ans du collège Henri Hiro de Faa'a le 10 octobre dernier a mis fin à ses jours dans sa cellule. Je vous propose de retrouver Maruki Duri pour plus de précisions depuis le palais de justice de Papeete. Difficile d'en savoir plus sur ce geste, mais l'adolescent de 15 ans se serait donné la mort à l'heure du déjeuner. Il était pourtant surveillé, mais seul dans sa cellule, il a réussi à mettre fin à ses jours. Après son acte au collège Henri Hiro le 10 octobre dernier, il avait poignardé un collégien. Cet adolescent avait été placé en hôpital psychiatrique car psychologiquement il était très instable. Mais il y a quelques jours, les médecins ont décidé de le laisser sortir. Les gendarmes ayant appris cela l'ont interpellé, placé en garde à vue. Le juge d'instruction l'a mis en examen pour tentative d'assassinat. Le juge des libertés et de la détention l'a ensuite placé en détention provisoire hier à Nutania. Aujourd'hui, il s'est donné la mort dans sa cellule. Le parquet a ouvert une enquête. Et merci beaucoup Maruki. Concernant la procédure judiciaire après le coup de couteau au collège Henri Hiro, puisque le principal suspect est décédé, le parquet a annoncé l'extinction de l'action publique dans cette affaire. Autre fait divers, tragique, nous vous en parlions en début de semaine, cet enfant de 3 ans décédé à Marina dimanche. L'autopsie du garçonnet confirme qu'il a été étranglé. L'auteur des faits serait bien son père de 41 ans. Il aurait consommé bière et paca dans la matinée. Après son geste prémédité, il aurait tenté de se suicider. L'homme a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les familles polynésiennes en difficulté face à l'inflation historique qui frappe le pays. La solidarité des organisations religieuses joue à plein. L'Église catholique aide près de 2000 foyers. Vêtements, aide alimentaire et surtout soutien moral. Elle tend la main aux personnes dans le besoin. Maruki Duri, Jacques Damour. Le matin, on ne mange pas. Midi, c'est juste un peu. Après le soir, c'est là qu'on mange ensemble. Dans une extrême précarité, Tamatea et son beau-père viennent récupérer ces 2 cartons alimentaires préparés par l'Ordre de Malte. Ces provisions serviront pour les repas d'une vingtaine de personnes. En ce moment, c'est très dur la vie. Hein. Ici, c'est difficile, même pour avoir un travail. Du coup, on va au secours de catholiques, sinon l'Ordre de Malte, on demande de l'aide. Et comme souvent, quand on parle d'aide aux plus démunis, le bon Dieu n'est jamais bien loin. Pour la partie vestimentaire, le Secours catholique accueille tous les jours de généreux donateurs, discrets et bien intentionnés. S'habiller, c'est retrouver un peu de dignité. La solidarité est quotidienne, mais le constat reste le même. La pauvreté est difficile à faire reculer. On a une augmentation vraiment, je dirais, catastrophique, hein, parce que les familles arrivent. Ils sont vraiment dans le besoin, mais il y a des choses que nous, on ne peut pas les satisfaire. Mais l'essentiel du soutien aux familles depuis l'épidémie du Covid, c'est l'aide alimentaire. Ici, chaque jour, une quinzaine de cartons sont préparés par les bénévoles. Les paroisses identifient les foyers les plus nécessiteux et c'est toute une chaîne de solidarité qui s'active. On conçoit un sac alimentaire
pour un mois, mais en réalité, ça risque de ne pas durer un mois parce que les familles sont nombreuses en Polynésie et nous, on se base toujours sur 4-6 personnes. L'Église catholique est aujourd'hui l'épaule sur laquelle près de 2000 familles pauvres s'appuient. Face à la pudeur des Polynésiens, les différentes infrastructures leur tendent la main, toujours guidées par la foi. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, et j'étais en prison et vous m'avez visité. C'est de rendre à l'homme sa dignité humaine. C'est triste de le dire, mais en 2022, en Polynésie, avoir quelque chose dans l'estomac n'est pas donné à tout le monde. Moïtei Broderson, bonsoir, bienvenue. Vous êtes député gauche démocrate et républicaine et représentant Tavini à l'Assemblée de la Polynésie. On vient de le voir, les familles s'en sortent difficilement. L'indice général des prix a augmenté de près de 8% en un an. Pourtant, l'économie repart. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Alors d'abord, je voudrais adresser toutes mes félicitations à toutes ces organisations, à ces associations qui viennent en aide à la population la plus démunie chez nous. Il y a des explications conjoncturelles, tout ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, qui expliquent un peu la hausse des prix. Mais il y a aussi des causes structurelles qui viennent de très loin. Aujourd'hui, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur par rapport à ce que nous consommons, notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles font que la vie, elle est ce qu'elle est. Je crois que si on veut combattre sur le long terme ce qu'on vit en ce moment, il faut aller vers une autonomie alimentaire, il faut aller vers une autonomie énergétique. Pourtant, ça repart, les chiffres du tourisme. Alors, il ne suffit pas d'avoir une économie qui repart, il faut ensuite que la redistribution des richesses fonctionne. Pour certains, c'est la théorie. Pour certains, c'est la théorie du ruissellement, mais moi, je n'y crois pas tellement. Je pense qu'il faut. C'est pas un problème de richesse qu'on a en Polynésie, c'est un problème de redistribution des richesses. Vous étiez à l'Assemblée lundi pour la présentation du rapport d'orientation budgétaire. L'opposition n'est pas convaincue par le bouclier anti-inflation du gouvernement. Vous, qu'est-ce que vous proposez aux familles? Vous voulez dire au plan national ou au plan local? Au plan local, ce que nous proposons, c'est justement cette meilleure redistribution des richesses. Ça, il faut changer. C'est pas le cas avec l'augmentation du le train de mesure là, qui a été pris, l'augmentation des allocations familiales? Ça, ce sont des rustines, on va dire. Mais ce sont des rustines qui sont les bienvenues. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si on veut se projeter un peu plus loin dans le temps, il faut complètement réformer la fiscalité de notre pays. Il faut à la fois produire des richesses, produire plus de richesses, mais des richesses endogènes qui ne sont pas liées à l'importation. Je trouve ça, moi, aberrant qu'un des indicateurs de la bonne santé économique chez nous soit le niveau des importations. Voilà, le jour où on arrêtera de mesurer la santé de notre économie sur le niveau des importations, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et donc, il faut en même temps produire plus de richesses endogènes et en même temps mieux redistribuer cette richesse. Il y a comme un parfum de campagne électorale qui flotte, notamment à l'Assemblée. Les élections sont prévues au mois d'avril, a priori, on attend confirmation. C'est forcément Oscar Temaru qui sera tête de liste au Tavini? Non, ce n'est pas forcément Oscar Temaru. Lui-même se pose la question. C'est une question qui est ouverte et qui est débattue sans tabou, on va dire, au sein du Tavini. Mais ce n'est pas la question du jour. Pour nous, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'on va proposer aux Polynésiens? Quel programme on va leur soumettre? Quel sera l'axe principal du programme? Les axes principaux, ils n'ont pas tellement varié. C'est justement cette autonomie alimentaire qu'il nous faut rechercher, cette autonomie énergétique qu'il nous faut également rechercher et cette meilleure distribution des richesses. Le Conseil d'État qui confirme la possibilité à Édouard Fritsch d'effectuer un troisième mandat, c'est un mal ou un bien? À vrai dire, on s'en fiche un peu. Si ça lui fait plaisir de retenter le coup, qu'il y aille, mais au final, c'est le peuple qui va décider. De l'avoir lui en face comme candidat c'est peut-être mieux. Finalement. Oui. Vous étiez, il y a encore quelques jours, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Cette année, le budget alloué aux Outre-mer augmente de 11% par rapport à l'année dernière. Vous avez de votre côté déposé 127 amendements. Ils sont passés? Alors oui, ça a été un moment de grâce un peu inattendu, puisque sur les 127, il y en a 4 qui ont été retirés. Donc, mais tous les amendements qui ont été déposés par des députés ultramarins sont passés.
Alors c'est, on va dire, un produit aussi du calendrier qui fait que les troupes de la majorité étaient épuisées et donc n'étaient pas présents dans l'hémicycle, ce qui fait que nous étions en majorité. Ça se traduit comment concrètement en termes de budget? Alors ça se traduit par une augmentation de 200 millions d'euros dans les crédits alloués à l'ensemble des Outre-mer. C'est à rapporter à peu près 3 milliards d'euros que représente la mission Outre-mer et aux 22 milliards d'euros que représente l'ensemble des crédits dédiés aux Outre-mer. Donc nous estimons que ces 200 millions d'euros d'augmentation sont supportables. Mais on va être fixé très rapidement puisqu'il y a un nouveau 49.3 qui se profile sur la dernière partie du projet de loi de finances. La vie parlementaire semble agitée à Paris. Troisième motion de défiance qui se profile. Tout à fait, oui. Comment vous vous positionnez, vous d'ailleurs, politiquement, lors de ces motions? Alors, sur la première motion, nous l'avons co-signée, nous l'avons votée, puisqu'il s'agissait d'envoyer aussi un message fort au gouvernement, un message d'opposition. Ensuite, sur les 49.3 se répètent, est-ce qu'il faut que les motions se répètent? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose, hein. Sachant qu'en plus ces motions n'ont aucune chance de passer, puisqu'il y a, vous le savez, d'un côté la gauche, de l'autre côté l'extrême droite. Les deux ne sont pas miscibles. Vous restez avec nous, Moetai Broderson. Un mot sur cette opération foncière très particulière aux Australes. Le pays restitue les terres de Rurutu et de Rimatara aux familles disposant de droits fonciers. Ce matin, à la présidence, 33 actes de cession de terres représentant près de 65 hectares ont été remis à des personnes originaires de Rurutu. Écoutez les précisions d'un propriétaire terrien et de la directrice des affaires foncières au micro de Jacques Damour. Mon grand-père occupait déjà ces parcelles-là qui lui appartiennent. Et c'est plus par rapport à faire les démarches justement pour remettre à son nom ces terres-là qui lui appartiennent. Là, il y a 2 ans, c'est vraiment quand ils ont commencé l'étude là, pour les titrements où ma mère s'est investie à fond dedans. Les projets immédiats, c'est plus aller cultiver les terres, planter pour éviter de les laisser à l'abandon comme mon grand-père le faisait. Aller occuper ces terres-là en plantant et plus tard peut-être aller construire et vivre une retraite paisible à Rurutu. Et on ne sait pas. Peut-être que les enfants ne pourront plus, avec tous les terrains qu'on a récupérés, ne pourront plus payer les taxes foncières plus tard. Enfin, pour le moment, on n'est pas quoi à ce stade-là. Mais oui, c'est quand même inquiétant parce que tout le travail qu'on vient de faire là, si au final ça ne sert à rien, voilà quoi. Aujourd'hui, nous avons titré 33 ancêtres pour 68 terres. Nous recevons la déclaration, nous instruisons, vérifions les liens de parenté entre celui qui vient et l'ancêtre qui est propriétaire au PV de bornage. Et ensuite, nous publions cette annonce pendant 1 an, le temps de voir s'il y a peut-être des contestations ou des vérifications à faire. Et une fois cette première étape franchie et que le lien de filiation est établi, nous établissons le titre de propriété. Un membre de la famille, quel qu'il soit, qui a un lien de parenté direct avec l'ancêtre, vient et représente l'ensemble de la famille, donc on signe au nom de l'ancêtre. Donc aujourd'hui, nous avons eu 23 signataires, certains d'entre eux représentaient quelquefois 2 ou 3 ancêtres. Et c'était vraiment une belle occasion aujourd'hui pour rendre à ces familles ce qu'elles attendent depuis si longtemps. Moetai Broderson, une réaction sur cette restitution des terres aux Australes. Le foncier et la terre, c'est un sujet essentiel au Tavini. Ça va dans votre sens? Je crois que c'est un sujet qui est essentiel pour les Polynésiens, pas que pour le Tavini. C'est une opération. Alors d'abord, il faut peut-être rectifier un peu. C'est pas une restitution de terres. Ces terres ont toujours appartenu à ces familles. C'est une opération de titrement. Contrairement aux îles de la Société, il n'y a pas eu de tomité dans les Australes, au moins à Rurutu, Rimatara. Et donc c'est un peu l'équivalent des tomités qu'on fait aujourd'hui avec ces titres qui donnent propriété réellement au plan légal. Mais ces familles ont toujours occupé ces terres, ont toujours su où elles étaient. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Maintenant, pour moi, toute opération qui permet demain à une famille d'avoir des projets dans l'agriculture, des projets dans le secteur primaire sur ces terres, est un bon projet. Pour revenir à l'Assemblée nationale, il y a eu ce petit couac concernant la défiscalisation dans les collectivités d'outre-mer. Ça va se régler au Sénat ?
Oui, ça va se régler au Sénat. C'est je pense, une erreur d'inattention de la part du gouvernement, puisque, vous savez, il y a eu plusieurs amendements qui ont été déposés pour la défisque. Nous avons déposé un amendement qui concernait les articles 119 et 217 et également une partie de l'article 244. Il restait la partie quater Y, pour être un peu technique, de l'article 244 qui n'était pas couverte par notre amendement parce qu'il y avait déjà d'autres amendements qui le couvraient. Et bizarrement, ces amendements pourtant présentés par des députés Renaissance, donc de la majorité, n'ont pas été retenus à l'issue du 49.3. Mais je pense que tout ça sera corrigé par un amendement du gouvernement lui-même. Ça va se régler. Merci beaucoup, Moetai Borderson, pour avoir répondu à nos questions ce soir. Dans l'actualité régionale, le vice-président du pays est aux îles Cook pour représenter la Polynésie française au sein d'une organisation intergouvernementale qui réunit 21 membres du Pacifique Sud. Un sommet sur le tourisme durable, un échange d'expériences et des projets de partenariat renoués avec la Chine est envisagé par le pays malgré le contexte géopolitique. Écoutez Jean-Christophe Bouissou au micro d'Ibrahim Ahmedazi. C'est vrai que le conflit en Ukraine et plus largement les craintes liées aux actions de la Chine dans la zone pacifique et indo-pacifique pourrait provoquer quelque part l'émoi et aussi des interrogations sur l'opportunité d'ouvrir les frontières pour que nous puissions commercer avec la Chine. Mais nous avons une position qui est au fait la troisième voie qui est défendue par la France avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui lui ne souhaite pas rentrer dans un conflit de bloc contre la Chine, bien au contraire, continuer à garantir le fait que la Chine constitue un interlocuteur et un partenaire. Cette polémique à présent, la soirée de MMA prévue au stade de la Punaru est compromise. Les souvenirs des dégâts occasionnés au stade Pater il y a 10 ans par une compétition de motocross inquiètent fortement les associations sportives. Pour l'organisateur Raihere Dudes, c'est la déception. La fédération de MMA a signé la délocalisation de cet événement au départ prévu à Tohata, pas à Punaru. Se défend de son côté Louis Provost, président du comité olympique polynésien. Le point tout de suite avec Juan Potoru et Patrick Sinsing. Voici l'infrastructure qui accueillera les combats professionnels de MMA au stade de la Punaru. 2000 m² de plancher qui supportera l'octogone et les spectateurs avec des gradins tout autour. Une première au Fénois. Sauf que les associations sportives du site voient rouge. Ils ne veulent pas vivre les dégâts importants qu'a subi le stade Pater il y a quelques années. Il reste 380 jours avant le début des Jeux du Pacifique. Et on ne peut pas prendre le risque de se retrouver une main derrière, une main devant et plus pouvoir pratiquer d'athlétisme en compétition. On ne peut pas prendre ce risque. Donc plutôt que de partir en conflit avec Raihere Dudes et son équipe d'organisation, on a préféré lui demander de délocaliser tout simplement. Pour le président du comité olympique du Fénois, c'est l'incompréhension aussi. Non pas pour la compétition proprement dite, mais pour le lieu choisi et les propos inappropriés de l'organisateur sur les réseaux sociaux. Lorsque M. Dudes parle des fédérations signataires du courrier, il oublie une fédération importante qui est la fédération de MMA, laquelle a signé également la délocalisation de cet événement. Et si demain, ce terrain est détérioré, je pose la question de savoir qui va payer les dégâts. Est-ce l'organisateur ou est-ce encore les deniers publics qui vont être mis dans la balance pour cela? Je jette le pavé dans la mare. Pour le champion de MMA, Raihere Dudes en accuse le coup, surtout que le budget d'investissement d'un tel événement se monte à 17 millions de francs. Mais on ne baisse pas les bras, aucune annulation n'est prévue à ce jour. Ça ne sera pas annulé, soit c'est un report, soit c'est un maintien de la date sur un autre lieu. Mais voilà, je ne peux pas donner de réponse ferme d'ici avant vendredi en fait. Vous attendez la réponse du gouvernement? Du gouvernement aussi qui est en train de bouger derrière, qui essaie de trouver une solution pour nous aider. À l'heure actuelle, le site de Tohata avec ses 3000 places serait potentiellement viable pour organiser cette soirée de MMA qui réunira 15 combats au total, dont 5 en professionnel.
Ce métier unique à présent, greffeur de nacre à Rangiroa au Tuamotu, 11 stagiaires débutent 5 semaines de formation supervisées par 2 maîtres greffeurs et 3 agents de la direction des ressources marines. 15 000 nacres ont été mises à disposition. À l'issue de la formation intensive à Rangiroa, les stagiaires rejoindront leurs fermes perlières respectives et seront suivis pendant 5 mois par un greffeur expert local pour consolider leurs acquis. Écoutez l'un des responsables de cette formation. C'est un peu une nouveauté, hein. Ça n'a jamais existé, vraiment une formation aussi ciblée sur la greffe. Donc c'est une formation assez courte, on est sur 5 semaines intensives où ils apprennent de l'anatomie, de la biologie, de la zootechnie, etc. pour ensuite déboucher sur 3 semaines intensives de greffe où là ils auront un peu plus de 15 000 nacres à greffer pour vraiment s'entraîner avec des formateurs qui sont des maîtres greffeurs reconnus de tous les professionnels et qui ont des techniques qui sont assez novatrices, qui sont plus du tout basées sur ce qui a pu se faire auparavant et qui obtiennent vraiment des produits qui sont assez exceptionnels, des perles arc-en-ciel, ces perles fluo et arc-en-ciel. On est sur un autre niveau, quoi. Les Australes en fête à l'approche de leur festival. Ce matin, c'est la délégation de Rapa qui est arrivée. 500 festivaliers par île sont attendus à Tupuai. Rurutu, Raivave et Rapa seront donc représentés. Les navigateurs de la pirogue Whawhaite seront aussi de la partie. C'est la dernière ligne droite, notamment pour les danseurs qui préparent leurs costumes. Écoutez la responsable de la communication du festival au micro de notre correspondant Roheyari Hariva. Oui, d'autres délégations participeront à notre festival qui comprend Whawhaite, la pirogue Whawhaite, au nombre de 42 personnes, ainsi qu'une délégation en provenance de Raiatea au nombre de 17 personnes. On l'a estimé sur un effectif de 500 personnes qui doivent nous rejoindre sur Tupuai. Les délégations qui viendront de Tahiti et de Raiatea seront logées au collège de Mataura. Ensuite, les délégations en provenance des Australes seront logées, une partie sera logée à l'école primaire et une autre partie sur la salle d'à côté qui est la salle Nativa. Et on n'oublie pas Rimatara, bien sûr. Un autre festival de grande envergure à Tahiti, cette fois, le Taurea Festival ou Festival de la Jeunesse. Il a été inauguré ce matin, place To'ata. Les 4000 festivaliers se verront proposer plus de 80 activités et animations sur 5 différents sites. Un événement qui mobilise des centaines de personnes pour l'organisation et la sécurité. Mélodie Uhilamoa Fassioné et Mirko Vandefo. Ok, qui vient d'arriver? On dirait que c'est les associations. Ils viennent des 4 coins de la Polynésie française pour cette première édition du Festival de la Jeunesse sur Tahiti après Covid. Un peu plus de 4000 jeunes attendus, 3 jours de forte affluence à gérer et surtout encadrer. À l'entrée, c'est le branle-bas de combat depuis 6 heures du matin et la pluie n'arrange pas vraiment les choses. C'est assez compliqué parce que ça fait du retard, parce que là on a pris du retard sur la cérémonie d'ouverture qui devait commencer à 9h. Nous avons des retards au niveau des débarquements. Une commande de 80 bus a été effectuée pour l'ensemble des festivaliers de Tahiti. Une circulation régulée au point d'inspection et de filtrage qui concentre déjà une centaine de personnes entre la sécurité, l'encadrement et l'organisation. Pour ce premier jour, étape importante, pointage et attribution des passes individuelles pour toutes les activités proposées. Chaque délégation passe par commune. On leur donne le nombre de participants et le nombre de référents. Ils nous ont déjà fait envoyer la veille les dernières listes. Et donc aujourd'hui, on fait les ajustements au fur et à mesure. Donc on a prévu exactement le nombre qu'ils ont envoyé. Et si aujourd'hui il y a des participants en plus, nous avons un carton exprès de surplus. Tout ce qui est drogue, alcool et tout, ou produits illicites, illégaux. Donc c'est de notre domaine de vérifier ça à l'intérieur et d'intercepter tout produit illicite, toute intrusion à l'intérieur du site. Autre poste crucial de cette organisation, la restauration. 2 fois 3800 repas par jour à distribuer en 1 heure seulement de pause. Le fait simplement de récupérer leur place, ça prend déjà un peu de temps sur leur pause repas. Et après, les activités redémarratrices. Donc tout doit être minuté alors. Tout doit être minuté, bien organisé et fluide et voilà. Un festival pour répondre aux besoins des jeunes et les mettre en valeur au sortir de la crise sanitaire. Le pays a mis les moyens, soit 60 millions de francs pacifiques.
Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le jeune garçon de 15 ans suspecté d'avoir asséné un coup de couteau à un élève de 13 ans du collège Henri Hiro de Fa'a le 10 octobre a mis fin à ses jours dans sa cellule. Le parquet a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Au programme de votre soirée sur la première, à suivre les magazines Bleu Océan et Ça pousse au Fénois. Et puis comme promis, le match opposant Vénus à Belfort est retransmis ce soir. Il s'agit du 7e tour de la Coupe de France. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.